Bonjour à toutes et à tous, dans cette série de vidéos, dans ce blog qui va arriver, nous allons étudier les instruments dont dispose la Banque centrale afin de manipuler directement ou non la masse monétaire présente dans l'économie. Dans cette vidéo, nous allons voir plus particulièrement l'influence des taux directeurs de la Banque centrale sur l'offre de crédit ou la demande de crédit. Dans un premier temps, il me semble important de distinguer deux notions, la notion de création monétaire et de financement de l'économie. D'une façon un peu naïve, on serait tenté de dire que c'est la même chose. On crée de la monnaie, donc on finance l'économie, c'est QFD. Eh bien, pas vraiment. Ces deux notions sont complémentaires, mais différentes. La création monétaire résulte d'une création artificielle de la part des banques commerciales quand elles accordent un crédit. Crédit au taux IC, on verra plus tard. Elle est forcément suivie un jour ou l'autre de destruction monétaire quand le crédit sera remboursé. C'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. La banque centrale va créer 100 euros par exemple, enfin la banque commerciale, ne faites pas l'erreur, va créer 100 euros qu'elle va prêter à une personne A, et quand cette personne A va rembourser le prêt, on va retourner à 0 euros. Il y a un processus de construction, destruction monétaire. Construction. Oui, bon, vous avez compris. La banque centrale ne peut agir qu'indirectement sur la création monétaire. Elle ne peut pas injecter, comme cela, de la monnaie, puisque ce sont uniquement les banques commerciales qui créent de la monnaie. La banque centrale ne peut pas dire, allez hop, je mets 500 millions, comme ça, dans l'économie, ou 500 milliards, ce serait même plus réaliste. Elle ne peut pas. Ce sont que les banques qui créent de la monnaie, les banques commerciales, à travers leur offre de crédit. Le financement de l'économie renvoie à une autre notion. Les agents de l'économie réelle, entre guillemets, les entreprises, les ménages et l'État, doivent financer leurs dépenses. En général, cela est financé par leurs revenus, donc les salaires, les impôts, les profits redistribués ou non. Mais parfois, ces revenus ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses. Par exemple, un ménage pour acheter une maison va rarement avoir les fonds propres nécessaires d'un seul coup pour acheter cette maison. Pareil pour les entreprises, pour l'État, la dette de l'État est d'ailleurs immense. Il faut donc emprunter. C'est ce que fait l'État, c'est ce que font beaucoup de ménages pour des maisons, des voitures, c'est ce que font les entreprises également, pour des machines, des locaux, tout ça. Et donc, on a plusieurs solutions. Soit on va contracter un crédit bancaire auprès d'une banque au taux I1C. Cette possibilité, elle existe pour les ménages et pour les entreprises, mais pas pour l'État. Soit les entreprises et l'État peuvent se financer sur le marché financier. On a vu à ne pas confondre avec le marché monétaire, là bien le marché financier, en émettant des obligations ou des actions, mais on parlera d'obligations ici, des obligations au taux IMF, pour marché financier. Voilà comment les agents de l'économie peuvent se financer, soit par un crédit bancaire, soit sur les marchés financiers. Alors, pour intervenir sur ces deux choses, sur la création monétaire et sur le financement de l'économie, la Banque centrale dispose de 4 grands instruments. Elle peut utiliser l'encadrement du crédit. C'est-à-dire qu'on va fixer des règles sur le crédit, mais ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ça a été utilisé beaucoup en France entre 1972 et 1984, mais plus aujourd'hui. Ok, donc ça, on n'utilise plus. On peut fixer un taux de réserve obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut obliger les banques à garder en réserve un certain nombre de liquidités pour ne pas qu'elles prêtent tout. Donc réduire plus ou moins l'offre de crédit qui est proposée. Donc c'est un montant que les banques doivent immobiliser sur leur compte à la Banque centrale. Il est rémunéré évidemment, mais au taux de dépôt marginal. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la vidéo numéro 1. En baissant les taux de réserve obligatoires, la Banque centrale incite les banques à immobiliser moins, parce qu'il n'y a aucun intérêt à immobiliser si ce n'est pas obligatoire, en général. Donc, si elles immobilisent moins, elles prêtent davantage. Ce taux est aujourd'hui environ de 1 à 2% de l'Union européenne, et plusieurs pays comme le Canada l'ont supprimé. Contre-exemple, il joue un rôle très important en Chine. Donc deuxième solution, c'est pas la meilleure, voilà, elle existe.
En troisième, il y a la banque centrale peut jouer sur la fixation des taux directeurs, donc le taux de refit, qu'on a vu encore une fois à la vidéo dernière. C'est le principal instrument conventionnel, hein, l'open market qu'on appelle ça. C'est le principal instrument, donc c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, enfin dans cette vidéo. Et en dernier, la banque centrale peut utiliser des politiques non conventionnelles, telles que le quantitative ou le qualitative easing, qu'on verra dans une autre vidéo. Conventionnel, je ne sais plus écrire. Voilà. Bien. Maintenant que cette petite présentation des différents instruments est faite, voyons voir maintenant les effets attendus d'une variation du taux directeur, donc une variation des taux directeurs, c'est-à-dire les taux IMBC, le taux refit. Eh bien, dans un premier temps, la IMBC peut agir sur la demande de crédit. Sur la demande de crédit, donc sur la demande des particuliers, des entreprises et des ménages, via le taux IC. Donc on rappelle, le taux IMBC, c'est le taux proposé par la banque centrale aux banques, le taux refit, et le taux IC, c'est le taux proposé par les banques commerciales aux particuliers. À nous, si on va voir la banque, voilà, elle nous propose le taux IC. On verra de quoi il est composé juste après. Ben justement, les banques ne prêtent pas par charité. Ça semble plutôt logique, elles souhaitent faire du profit. Oui, je sais, je dis des grosses vérités dans cette vidéo. Pour l'essentiel, les revenus d'une banque reposent sur les intérêts qu'elle perçoit par les prêts accordés. Ainsi, IC, I-indice C, doit permettre de couvrir les coûts et de dégager un profit. Parmi les coûts de gestion, de publicité, etc., il y a le coût de refinancement, donc IMBC, Refi ou Eonia. Surtout IMBC, le coût de la banque centrale, mais on peut aussi inclure si jamais on se refinance sur le marché interbancaire, donc ça sera le coût Eonia. Et donc on va prendre tous ces coûts, on va les inclure dans un paramètre qu'on va nommer mu, U avec une petite barre. Et donc mu représente le taux de marge d'une banque. Donc ça va couvrir les coûts et ça permet de dégager un profit. À partir de là, on peut déduire une petite formule qui nous dit comment le taux IC est calculé. Eh bien, le taux IC proposé aux particuliers par les banques va être égal à 1 plus le taux de marge, donc mu, donc taux qui va permettre de couvrir les dépenses et d'assurer un profit à la banque, fois IMBC. IMBC qui constitue un coût de financement. Encore. Donc ce qu'on remarque, c'est que, outre le taux de marge qui va permettre de dégager un profit et couvrir certains coûts, on a un autre coût qui se grève à ça, c'est le taux IMBC. Plus le taux IMBC va être fort, plus IC devrait être fort logiquement, et plus il est faible, plus IC devrait être faible. C'est plus ou moins logique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, la banque centrale décide d'augmenter IMBC. IMBC augmente. Et bien logiquement, c'est un produit. Tout le produit va augmenter. Pour maintenir l'équation IC va augmenter. Qu'est-ce qui se passe si IC augmente? Eh bien, il va y avoir moins d'investissements rentables, puisque les investissements, donc le taux de rendement attendu E, va être inférieur à IC. Je reviendrai un petit peu sur eux juste après. Et pour les ménages, ça représente un coût. Enfin, voilà, le coût de l'emprunt est plus cher, le prix a augmenté, donc quand le prix augmente, la demande baisse. C'est peut-être pas être très clair, mais c'est un simple principe d'augmentation des coûts. Si les coûts augmentent, si les prix augmentent, la demande va baisser. A l'inverse, si la banque centrale décide de baisser son taux IMBC, eh bien, il va y avoir un prix logiquement plus faible, IC devrait être logiquement plus faible, et donc il y aura une augmentation de la demande de crédit. La banque centrale voulait agir sur la création monétaire, eh bien elle a agi via la demande de crédit. Les banques sont obligées d'augmenter leur prix, il y a moins de demande de crédit. La banque centrale a agi indirectement, mission réussie.
elle peut également, ce taux IMBC peut également agir sur l'offre de crédit. Pourquoi? Eh bien, comme on le sait, l'activité de prêteur, c'est une activité risquée. Il y a toujours ce qu'on appelle le risque du prêteur. Ok. C'est-à-dire que le risque, c'est le risque que l'emprunteur ne rembourse pas. Mu inclut donc une prime de risque, une prime de risque pour indemniser la banque si jamais. C'est-à-dire que, petite parenthèse, un taux de crédit va être calculé logiquement suivant votre solvabilité. Moins vous êtes solvable, donc plus vous avez de risques de ne pas rembourser, plus ce taux va être fort parce que la banque elle prend un risque, donc elle se dit si mon risque si mon risque finalement il passe, eh bien je touche gros, mais je peux également perdre. Voilà. Donc si vous êtes millionnaire, que vous voulez, je sais pas, racheter une maison ou quoi, il n'y a pas de problème, la banque sait que vous allez rembourser, donc elle va vous mettre un taux assez faible, un taux d'intérêt. A l'inverse, si vous êtes pauvre, que vous gagnez un SMIC, voire moins, à la banque, elle va vous dire ok, j'accepte ton emprunt et encore, mais tu vas douiller, tu vas juste payer beaucoup parce que moi je prends un risque. C'est de là que vient l'adage on ne prête qu'aux riches, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc, Mu va prendre cette prime de risque en compte. Donc plus vous êtes à risque, plus Mu va augmenter, etc. Et le problème en fait pour les banques, c'est qu'il y a un problème d'anti-sélection. Le risque de faillite des emprunteurs est hétérogène. Les banques ne peuvent donc pas observer correctement les différences. Ce n'est pas écrit sur ton front que tu vas rembourser ou ne pas rembourser. Les banques ne savent pas, elles voient quelqu'un arriver, elles estiment, elles font des calculs, elles se disent bon ok, lui il travaille à tel endroit, il gagne tel salaire, il a une femme, des enfants, il est déjà installé ou pas, ok, il a tel risque. Bon, mais les maths, ça peut se tromper là-dessus quand on inclut de l'humain, de l'aléatoire, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, donc les banques elles sont incertaines. C'est un problème d'anti-sélection. Elles ne savent pas qui va rembourser ou qui ne va pas rembourser. Ok, une fois qu'on a planté le décor, donc il y a un risque du prêteur et les banques sont confrontées à un problème d'anti-sélection. Voyons voir maintenant un petit rappel. Tout à l'heure je vous ai parlé de E sans réexpliquer ce que c'était. Eh bien, les entreprises vont investir quand E, c'est-à-dire le taux de rendement anticipé, ce qu'elles espèrent que va leur rapporter leur investissement, est supérieur au taux d'intérêt. Donc, elles vont investir quand leur rendement qu'elles attendent de l'investissement va être supérieur au coût de cet investissement. C'est logique, elles sont rationnelles, c'est ce qu'elles font dans la théorie. Et eux investissent quand leurs projets sont rentables. Les entreprises investissent quand leurs projets sont rentables. Le problème, c'est que les projets à bas rendement sont peu risqués. Ok. A l'inverse, les projets à haut rendement sont risqués. Parce que si jamais il y a un projet à haut rendement, et qui n'est pas risqué, tout le monde va se jeter dessus, donc le rendement va baisser. Donc au final, on a bien, quand E est faible, le risque est faible, quand E est élevé, le risque est élevé. Imaginons maintenant que la Banque centrale décide de réduire la création monétaire. Elle veut qu'il y ait moins de monnaie en circulation dans l'économie. Eh bien, si on se fie à ce qu'on a vu juste avant, elle va augmenter IMBC, le taux d'intérêt de monnaie banque centrale, en supposant que les banques vont augmenter IC, et donc baisser la demande de crédit. Le problème, c'est que si elles augmentent IC, ici, eh bien, il y aura moins de projets rentables. Il y aura moins de projets peu risqués rentables. Parce que E faible veut dire peu risqué, mais si I trop élevé, il n'y aura pas beaucoup de E qui vont pouvoir compenser ce coût. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que c'est le cas. Et donc, la banque, dans ce cas-là, avec une augmentation de IC, ne financera plus que des projets à haut rendement, effectivement, mais qui seront fortement risqués. Et ça pose un problème majeur. Normalement, les projets peu risqués permettent à la banque d'être sûre de rester en vie même si certains ne remboursent pas.
Parce que peut-être dans le tas, il y en a un qui rembourse pas. Il y a un projet risqué qui ne rembourse pas. Donc la banque va perdre l'argent qu'elle avait investi, enfin qu'elle avait prêté. Mais il va y avoir une multitude de petits projets qui, eux, vont réussir et qui vont permettre à la banque, voilà, d'être sûre, elle aura compensé sa perte. Et en revanche, il n'y a que des projets risqués. Et bien la banque prend le risque qu'une majorité de ces projets n'aboutissent pas. Et donc, qu'elle se retrouve à devoir faire faillite parce qu'elle n'a plus de rentrée et elle aura trop mal prêté. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. Grosso modo. Et donc pour éviter ce risque de fragilisation, les banques ne vont pas forcément réagir à l'augmentation de UMBC par une augmentation de IC. Ce n'est pas forcément le cas. Elles vont laisser IC stable au même taux, mais vont rationner leur offre de crédit. On peut voir ça de deux manières. Soit parce que les coûts sont plus élevés, enfin les coûts de la banque sont plus élevés, donc comme on a vu en microéconomique, quand les coûts sont plus élevés, on va produire moins. Soit bien, la banque va se dire je ne peux plus prêter autant qu'avant, parce que si je prête autant, eh bien j'aurai moins de profit pour compenser. Avant, elle pouvait prêter, je sais faire par exemple 100 prêts parce qu'elle savait qu'elle a dégagé assez de profit sur ce qui payait pour pouvoir compenser ce qui ne payait pas. Et bien là, elle ne peut plus parce que ses profits diminuent parce que le coût de production a augmenté. La banque va donc rationner, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la banque va rationner son offre de crédit. Il s'agit de la théorie du rationnement du crédit donnée par Stiglitz et Weiss en 1991. A l'inverse, si IMBC baisse, les banques peuvent laisser IC inchangé et décider de moins rationner leur offre de crédit, de donner plus de crédit à plus de monde. Dans les deux cas, l'objectif de la Banque centrale est atteint. Elle a influé sur la création monétaire. Soit, avec son taux IMBC, elle a fait changer la demande de crédit parce que IC aura varié. Soit une variation de IMBC influera sur l'offre avec le rationnement du crédit. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre si possible. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à plus tard pour de nouvelles explications de macroéconomie.